passionné de la cybersécurité ou non passionné de la cybersécurité. C'est Fabrice au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la box du RSSI. Aujourd'hui, j'accueille Valentin Chuzel, qui est le responsable adjoint de Braze Cyber. Bonjour Valentin, très heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast de la box du RSSI. Alors tout d'abord, merci de jouer le jeu de la désignation, parce que je rappelle à tous les auditeurs que maintenant, celui qui passe dans la box du RSSI est désigné par un collègue qui est passé auparavant dans la box du RSSI. Ça permet de faire pérenniser un petit peu la box du RSSI et c'est plutôt cool. Donc alors comment ça va se passer? Je rappelle ça à tous les nouveaux auditeurs qui nous rejoignent. Valentin va se présenter, on va parler un petit peu de son parcours, jusqu'où il en est arrivé aujourd'hui en fait. On va parler de quelques questions autour de la cyber sans oublier de vulgariser au maximum pour tous les auditeurs. Et puis après, on prendra le temps et nous présentera une chose qu'il a envie de partager avec nous pour peut-être aider les RSSI ou les experts cyber, une expérience. Et enfin, on finira par des questions traditionnelles que je pose à tous les interviewés. Alors, je rejoins Valentin immédiatement. Bonjour Valentin, ça va bien? Bonjour Fabrice, ouais, merci, ça va très bien. Ouais. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis content de t'accueillir et puis merci de jouer le jeu de la désignation. Tu te souviens qui t'a désigné? Oh oui, je me souviens très bien, c'était bien Antoine Cayonneau, qu'on retrouvera sur un autre podcast, et ouais, je le remercie parce que c'est super intéressant ce que tu fais. Ok, merci Valentin. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux, avant de rentrer dans ton parcours, te présenter rapidement qui est Valentin en fait? Ouais, alors je m'appelle Valentin Chuzel, donc j'ai 43 ans, et donc aujourd'hui je suis directeur adjoint de Braze Cyber. Donc en 3 mots, Braze Cyber en fait c'est le centre de réponse à incidents de la région Bretagne, donc qui a pour mission en fait de porter assistance aux victimes de cyberattaques, que ce soit des collectivités, des PME ou des associations. Donc, c'est le CERT régional, si je me trompe pas. Absolument, c'est un des 15 CERT régionaux qui ont été créés au cours de l'année 2023-2024. Sujet très intéressant pour justement les RSSI, les auditeurs. C'est super qu'on puisse t'accueillir, puisqu'on va peut-être pouvoir échanger autour de ça. Alors, raconte-nous un petit peu ton parcours, juste comment tu as fait pour arriver à 43 ans, au CERT, voilà, en Bretagne. Ouais, alors je vais pas faire très très original parce que finalement je me rends compte que sur plusieurs de tes invités, tu as déjà reçu des anciens militaires, Ouais. donc c'était aussi mon cas. Mais avant ça, donc j'ai passé un BTS en informatique, orienté système et réseau. À l'issue de mon BTS, c'est là où j'ai intégré l'armée en tant que sous-officier. Et donc, durant ces 20 ans que j'ai passé à l'armée, donc j'ai servi un peu comme sous-officier administrateur système et réseau. Donc peut-être plus orienté système, mais c'est ce que j'ai fait pendant, on va dire, une dizaine d'années, là, à peu près la moitié de ma carrière. Et puis ensuite, je suis au bout des 20 ans, donc j'ai décidé de quitter et j'ai pu rejoindre le Braze Cyber parce qu'il venait tout juste de se créer et justement il cherchait un adjoint. Ok, Voilà. alors t'as plutôt une partie SI, quoi, système d'information. Ouais, alors ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'en fait, durant cette période, j'ai passé 10 ans en tant que système et réseau, mais c'est vrai que j'ai fait une deuxième période aussi cyber. Donc au bout de 10 ans, finalement, dans le parcours d'un sous-officier, on doit passer des examens et on a l'occasion à ce moment-là de pouvoir choisir, si c'est possible, une autre filière. Et à cette époque, ils étaient beaucoup à la recherche justement de cyber et avec un background SI. Et donc c'est là où je me suis posé cette question. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de faire du système et du réseau toute ma vie? Que propose la cyber? Et à l'époque, on parlait même pas de cyber, on parlait de SSI. Donc je me suis SSI, dit, ouais. c'était quelque chose Ok. qui était pas très sexy finalement, parce qu'autour de ça, on voyait beaucoup de réglementations ou de choses et d'autres. Et finalement, en voyant le contenu de la formation, je me suis rendu compte que c'était super intéressant. Il y avait de la virologie, de la cryptologie, du forensique, bien sûr un peu de réglementation. Donc là, j'ai pas hésité très très longtemps. Donc j'ai sauté le pas, j'ai passé justement ce cap de la cyber.
Et donc j'ai tout de suite, assez rapidement derrière ça, j'ai servi en tant que formateur cyber. Donc en fait, ceux qui m'ont donné les cours, ben peu de temps après, quelques années après, j'étais à leur place pour donner des cours aux militaires. Donc sur la partie plutôt réponse à incident. Et j'ai terminé ma carrière dans un SOC. Pour ceux qui connaissent, qui connaîtraient le SOC de la DIRISI, donc un gros SOC très intéressant. Donc j'ai pu partager des expériences avec des professionnels qui étaient vraiment bien. Donc voilà, et c'est à la suite de ça que j'ai rejoint Brest Cyber. Ouais, sortant d'un SOC de l'armée, aller à Brest Cyber, quelque part, c'est un peu une suite logique dans le privé. Ça correspond tout à fait, non, l'un et l'autre, je pense. Alors ouais, quitter un SOC pour rejoindre un CSIRT, bah finalement il y a il y a une cohérence, Ouais, même si on n'est pas tout à fait dans la même chose, parce que le SOC il est beaucoup sur la détection. ouais. Aujourd'hui, nous on fait plutôt de la réponse à incident, mais finalement la façon de travailler, de réfléchir à ce qui se passe, c'est à peu près la même chose, et surtout les méthodes de travail, on se rend compte que ce sont les mêmes finalement. Ok, bon, riche expérience et on va pouvoir s'en servir pour tous les éditeurs aujourd'hui. Alors, que penses-tu justement de cette volonté du podcast de vulgariser au maximum la cybersécurité? Est-ce que tu penses qu'il y a un sujet, il n'y a pas de sujet, ou il faut continuer à vulgariser? Non, il y a un sujet, c'est clair il faut le vulgariser, et moi je m'en rends compte assez tous les jours, parce qu'en fait je discute avec beaucoup de monde dans les incidents auxquels on a affaire. Donc on discute avec des DSI, on discute avec des RSSI, ou on discute même avec des gens qui n'ont rien à voir avec l'informatique ou la cyber, de près ou de loin. Donc ça veut dire qu'à chaque fois il faut s'adapter. Donc il faut s'adapter, ça veut dire aussi vulgariser. Et quand on a nous qui sommes dans la cyber, on a un peu ce biais cognitif de se dire, ben, ils doivent comprendre vu que nous on sait, donc eux ça, ben, en fait pas du tout. Et j'ai même été surpris de gens qui sont, ben, pour le coup, dans l'informatique, hein, des responsables informatiques. Quand on leur parle de systèmes un peu particuliers de cyber, et ben, ils finissent par dire, mais de quoi tu me parles, je comprends pas, explique-moi. Alors que pour nous, ça paraît tellement évident. Donc, en fait, cette vulgarisation, elle est nécessaire, mais elle est nécessaire dans ce que tu fais, mais elle est aussi nécessaire en fait quasiment tous les jours dans notre métier, hein. Et ça me fait penser, je rebondis sur ta réponse, c'est intéressant. Bon, moi je suis convaincu bien sûr qu'il faut vulgariser, autrement je n'aurais pas créé le podcast de la cybersécurité. Mais est-ce que l'IT aussi, ils n'ont pas un effort à faire pour vulgariser envers le RSSI ou vers les experts cyber? Parce que quand on parle aussi à l'IT, parfois ils partent dans la technologie et des fois on comprend pas tout non plus. Ouais, bah alors je suis complètement d'accord, parce que ça m'arrive des fois de justement quand je suis avec les équipes infra, des gens avec qui on travaille, ils ont aussi leur domaine Ouais. d'activité, leurs mots, leurs acronymes, leurs choses, et j'avoue que je me suis fait surprendre un peu finalement à pas comprendre la discussion, et je suis tout à fait d'accord. Eux aussi ont ce même effort à faire, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. C'est moi, en tant que RSSI, je rencontre aussi ces difficultés et donc j'en profite pour te poser la question, pour partager. Et quelque part, ça nous rassure un petit peu, nous RSSI aussi, puisque en fait, tout à l'heure, tu as dit que tu étais plutôt système. Mais en fait, je rebondis sur ta réponse. La cybersécurité, ça t'amène à toucher à tous les pans de l'informatique, quelque part. On est d'accord? Euh, ouais, moi je suis plutôt de la team. Il faut avoir un background dans le système et réseau pour pouvoir y appliquer en fait une couche de cyber. Je pense que c'est très difficile de faire sans. Alors aujourd'hui, les jeunes qui sortent d'école, hein, qui ont des masters en cyber, eh ben ils ont gratté du système, ils ont gratté du réseau avant de pouvoir faire de la cyber, et on le voit bien. Euh, que la cyber, elle arrive finalement tard dans leur formation, parce que c'est nécessaire. On peut pas faire autrement. Et c'est un peu d'ailleurs le problème moi que j'ai rencontré avec des gens qui sont en reconversion. Ils passent énormément de temps finalement à reprendre toutes ces bases, parce qu'ils se rendent compte que c'est à un moment donné c'est pas suffisant, c'est manquant en tout cas dans leur cursus cyber. Et ça, ouais, je prône pour le pour mettre de la cyber par-dessus cette couche système et réseau. Et ça m'amène justement à la prochaine question, hein, puisque toi, tu as de l'expérience, donc tu as rencontré des RSSI ou des OSSI dans les armées, on les appelle aussi, hein, officiers de sécurité des systèmes d'information. Justement, quelles sont pour toi les principales responsabilités et aussi les compétences essentielles pour être un RSSI ou un expert cyber dans une PME, ETI, TPE?
Ouais, alors c'est vrai que j'ai jamais rempli ce rôle-là, mais avec les Ouais. RSSI que j'ai pu croiser, je pense avoir une vision assez claire de ce qui peut être nécessaire pour en tout cas pour les fonctions et les compétences. La première chose, c'est déjà d'avoir les épaules pour être RSSI parce que euh, en fait, on fait face à des situations pas évidentes, que ce soit avec le DSI, avec le DG ou même avec les utilisateurs auxquels on va devoir imposer certaines choses qui, bien souvent, sont contraignantes. Donc, il faut avoir ses épaules pour imposer un peu les choses et puis imposer ses idées et surtout être convaincant dans ce qu'on fait. Ça veut dire qu'il faut avoir de bons arguments et puis expliquer en vulgarisant encore une fois les décisions qui vont être prises. Je pense qu'il faut autre chose aussi qui est des fois un peu manquant chez certains RSSI qui sont un peu trop béton, hein, un peu trop un peu trop strict. En fait, il faut faire preuve d'énormément de bon sens dans les décisions de prise. Euh, J'imagine, je prends un exemple concret. Aujourd'hui, on sait qu'il faut installer beaucoup l'authentification multifacteur dans plein d'entreprises ou collectivités, pareil. Hein. Et ben c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre et on peut pas juste en disant je suis RSSI, on a des problèmes, on sait qu'il y a des problèmes de sécurité face à ça, euh, donc je vais l'imposer à tout le monde, peu importe comment ça va se passer. En fait, c'est beaucoup plus complexe, donc c'est là où le bon sens doit rentrer en œuvre et que les décisions soient prises en conséquence. Voilà. Sinon, c'est vrai que c'est un rôle qui est pas évident, ils ont beaucoup de missions et comme on le sait, avec des moyens qui sont des fois pas suffisants. Donc ouais, il faut aussi beaucoup de courage. Eh ben, je te remercie pour cet exemple du MFA qui est une très belle démonstration de vulgarisation aussi, comme tu as expliqué. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est mon fer de lance de tous les jours. Et je conseille à tous les RSSI d'avoir ce fer de lance qui est le bon sens. Cybersécurité, bon sens, ça matche bien. Ça veut dire qu'il faut écouter un petit peu les opérationnels. Voilà, il faut pas empêcher de travailler. Faut écouter les métiers pour mettre en place des barrières de sécurité et utiliser le bon sens. Donc merci Valentin pour ce témoignage dans le podcast. Ça correspond tout à fait aux valeurs qu'on souhaite mettre en avant durant ces interviews. Alors il y a un pan de la cybersécurité dont je fais toujours référence dans le podcast, qui est quand même la sensibilisation et la formation. Hein. On sait que 80% c'est la faille humaine, donc la part de sensibilisation et de formation est importante. Quelle est ton approche sur ça, toi? Ouais. Alors moi je suis pour la sensibilisation, bien sûr. C'est nécessaire et même utile. Euh, Maintenant, c'est la façon de faire. Chacun a ses façons de faire. Moi, j'en ai une qui a déjà été un peu présentée justement par Antoine Caillonneau qui m'avait désigné. Je vais reprendre cet exemple-là qui est assez concret, mais moi, je définis la sensibilisation. Moi, j'ai un terme en fait. Je dis c'est la sensibilisation par Saint Thomas. Voilà. Donc en fait, je ne crois que ce que je vois, et en Hmm. fait, il faut montrer aux gens concrètement les choses pour qu'ils puissent se l'imaginer et le concrétiser en fait. Donc euh, on avait on avait monté cette fameuse plateforme de démonstration quand on était ensemble, qu'on travaillait ensemble avec Antoine, qui montrait toute cette défense en profondeur qui permettait de comprendre ce qu'était une cyberattaque de la partie au tout départ où on fait le renseignement sur la cible jusqu'à exploiter totalement son système d'information. Mais la personne qui vivait l'action, elle pouvait voir à la fois l'action de l'attaquant et l'action de la victime. Et là, en fait, elle pouvait comprendre comment la victime s'était fait avoir. Donc, un simple clic sur un bouton qui va compromettre ta station de travail, c'est pas suffisant en termes de sensibilisation. Ça va pas permettre à la personne de comprendre. Je peux faire l'analogie avec le moteur d'une voiture. En fait, je peux t'expliquer que le moteur, voilà, c'est de l'essence et de l'oxygène qui vont se mélanger. Ça va exploser, entraîner des choses et tout. Je peux te l'expliquer, mais tu le comprendras pas comme ça. Si par exemple, j'ouvre le capot, je démonte le moteur et je te fais voir les pièces et on le fait en pas à pas, et ben à la fin, tu comprendras exactement comment ça va fonctionner. En fait, c'est cette approche-là qu'il faut avoir. Et donc voilà, c'est la sensibilisation par Saint Thomas.
D'accord. Et cette plateforme, je me rappelle, Antoine nous en avait parlé, elle est plus dispo, il n'y a pas des ressemblances, toi, t'as pas des infos à nous donner, des conseils, non? Alors celle-ci, malheureusement, je crois qu'elle est plus maintenue parce que Mm. forcément les gens partent et viennent et puis les missions sont plus tout à fait les mêmes. Moi, je sais que je l'ai recréé au CSIRT, on l'a recréé. Pourquoi? Parce on nous a demandé d'intervenir justement sur un forum qui recevait des jeunes. Donc c'est la Mm. compétition des métiers, qui a rien à voir avec la cyber, hein, Mm, mais un mm. tout petit peu quand même, parce que finalement, faut savoir que on connaît aussi sous le nom de WorldSkills, hein. Et en fait, il y a une compétition cyber à l'intérieur, donc un type CTF, hein, capture de flag. Ouais. Euh, et en fait, on nous a demandé d'intervenir auprès des collégiens qui venaient découvrir tous ces métiers. Et moi, j'ai mon alternant qui était là. Je lui ai dit, bah écoute, on va monter une plateforme et on va leur faire voir comment c'est qu'attaquer une station de travail. Et on a fait exactement la même chose. On a pris deux ordinateurs, euh, voilà, une victime, un attaquant. On a monté une attaque assez standard avec des vulnérabilités qui étaient réalistes et puis, mais surtout quelque chose qui était visible encore une fois. Et ça, on l'a Ok. joué X fois dans la même journée et ça a très très bien marché. Les jeunes ont adoré, quoi. Et donc, c'est pas accessible, c'est fermé, on peut pas avoir ça, quoi. Malheureusement, non. Ok. Non, Faudrait bah tant peut-être le pis, faire en vidéo, ça ça pourrait être aurait été, intéressant. ça aurait été le top, hein, mais bon. En tout cas, merci de ce partage. Alors aujourd'hui, Valentin, tu as envie de nous partager quel thème, quel sujet ou quel conseil, une lecture ou une vulnérabilité, un truc cyber, quoi, que tu souhaites mettre en avant pour la communauté qui nous écoute. Ouais, j'ai bien un sujet, quelque chose. Bah, en fait, je vais utiliser un peu mon quotidien et les incidents qu'on rencontre nous à Brest Cyber. Très bien. Euh, ouais, il y a quelque chose qui se voit un peu partout, aussi bien dans les petites entreprises que dans les grandes, que dans les collectivités. C'est ce qu'on appelle le move to cloud. Donc, ça veut dire, je vais externaliser une partie de mon système d'information vers un prestataire extérieur, qui sera peut-être Microsoft, peut-être Google ou autre. Et en fait, ça peut être un très bon choix. Euh, mais ce choix, il implique certaines mesures. Et des mesures en général, qu'on laisse un peu de côté, parce que quand on fait appel à un prestataire, qu'on paye un prestataire, on se dit, bah, finalement, si je l'ai payé, c'est à lui de gérer mon truc maintenant. Et en fait, c'est la plus grosse erreur qui est faite. C'est qu'on dit, ben, aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple de Microsoft 365. Les gens connaissent plutôt parce qu'ils l'utilisent, même s'ils sont pas, enfin, ils l'utilisent au bureau pour beaucoup. Microsoft 365, on donne le système d'authentification à Microsoft, on donne nos données à Microsoft, on dit bah maintenant bah forcément vu que c'est à toi et vu que je paye, tu vas me gérer ma sécurité ou tu vas me gérer forcément tu vas me gérer ma sauvegarde de données. Mais en fait il y a rien de tout ça. Donc ça veut dire qu'il faut pas perdre le sens des responsabilités, c'est-à-dire que c'est encore la responsabilité de celui qui qui a adhéré à ça, et ben de devoir sécuriser son tenant M365. C'est à lui de mettre des règles pour que les mots de passe soient forts, pour mettre du MFA, pour aussi faire c'est la sauvegarde de ces données, parce qu'on se rend compte souvent que sur des attaques un peu graves, eh ben j'ai perdu mon tenant, j'ai perdu toutes mes données associées à mon M365. Et finalement, je pensais que c'était mon prestataire, mais pas du tout. C'était ma responsabilité de le faire. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que quand l'incident arrive, qu'on se retourne vers son prestataire, et ben on se rend compte qu'il n'y a plus rien et que c'était pas de sa responsabilité. Donc voilà, le move to cloud c'est bien, mais la sécurisation reste à la charge de celui qui a souscrit. Voilà, c'est ça, je voulais faire Merci. un petit focus là-dessus. Ben, merci Valentin. Alors moi je te rejoins, mais alors à 600%. C'est pas parce qu'on a été militaire avant tous les deux, hein, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait moi je m'aperçois aussi, je partage aussi avec toi cette même réflexion. C'est que souvent les sociétés font des pen tests, tu vois, des analyses de surface externe, et souvent on oublie d'auditer notre tenante. Donc tu vois, c'est un peu la même démarche où on le fait pas, on n'y pense pas, on se dit qu'on est sécurisé. Et je pense que ouais, il faut un peu auditer, paramétrer notre tenante, voir ce qu'il y a dedans. Et ça rejoint tes propos, on est d'accord? Ouais, tout à fait. En fait, c'est exactement ça. Et en fait, on n'en parle pas. C'est Ouais. peut-être pour ça aussi. Et nous, on a fait l'exercice parce que Brest Cyber, on a un tenant Microsoft Mhm. 365.
On a fait l'exercice de le sécuriser, on a fait appel à un prestataire extérieur parce que c'est quelque chose de complexe. Oui, c'est Et complexe. je l'ai fait, ouais, c'est complexe. Je l'ai fait, on l'a fait ensemble, et ça nous a pris 2 fois 4 heures, quoi. Donc c'est quelque chose qui est assez dimensionnant, mais qui est absolument nécessaire quand on voit les paramètres qu'on a modifiés. Hein. Bon, ben, tu nous as donné une donnée importante, quoi. En 8 heures, on peut sécuriser notre tenante. Oui, avec un prestataire. Avec un prestataire, bien sûr, un Quelqu'un qui spécialiste. connaît, Ouais, tout à fait, parce que c'est un connaît. métier, hein, on est d'accord, hein, on rejoint un peu Absolument. le SI, là, hein, la connaissance du SI, donc c'est pas simple. Ouais. Alors on arrive, ça tend vers la fin déjà, tu vois, de l'interview. La question que je pose à tout le monde, et tu vas me dire s'il y a un sujet ou pas de sujet. En plus, tu viens toi d'un milieu militaire où bien sûr l'homme était souvent en avant, quoique les femmes aussi à l'armée de plus en plus, et surtout dans l'armée de l'air et de l'espace. Je sais pas dans quelle armée t'étais, mais en tout cas, que penses-tu toi de la place des femmes dans la cybersécurité et qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être accélérer leur présence si tu es d'accord avec ça? Alors, moi, je t'avoue que c'est un sujet un peu sensible, Oui, c'est pas voilà, faux. que j'aborde pas trop, mais je veux bien partager en tout cas, ma vision des choses. Ben, c'est cool. Euh, c'est, alors, j'ai toujours du mal du fait de devoir forcer un petit peu les choses et de Ouais, se dire, il faut absolument des femmes dans la cyber. ouais, Moi, ce que je pense il faut absolument des gens qui soient, euh, des gens qui soient passionnés et qui ont ouais. envie. Et aujourd'hui, la communauté cyber, c'est une communauté qui est vraiment bienveillante. Moi, ça, je le vois au quotidien. Mm, mm. Ça veut dire que je pense qu'il n'y a aucune barrière qui permette aux femmes aujourd'hui de rejoindre la cyber. Donc, si on n'en a pas beaucoup, je C'est que- pense que c'est peut-être parce qu'elles sont peut-être moins intéressées ou voilà, il y a Ok, peut-être quelque chose qui font qu'elles n'y viennent pas, comme pour d'autres métiers. Mais je pense pas qu'il y ait des barrières en tout cas. Et c'est ça moi le d'accord. sujet le plus important, c'est de se poser la question est-ce que des choses puissent voilà refuser les femmes à l'entrée de la cyber. Et en fait pas du tout, je pense pas. Et elles sont évidemment les bienvenues et ça crée un équilibre dans une équipe ou quoi que ce soit. Donc évidemment. Merci de donner cet avis que je partage et c'est un peu comme le monde des professeurs des écoles, des instituts, hein, mais c'est à l'envers. Beaucoup de femmes, pas beaucoup d'hommes, donc et c'est pas fermé Absolument. aux hommes. Donc oui, je rejoins tes propos. Moi, juste pour aussi partager mon avis avec toi. Moi, j'aimerais qu'il y en ait un peu plus, voilà. Mais c'est juste un avis, voilà, bien, voilà. J'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus. Euh, Je te rejoins juste sur la chose, c'est que moi je l'ai vécu, hein, parce que c'est vrai qu'en militaire on ouais, est vraiment entre hommes, et j'ai eu ouais, des équipes aussi justement avec des femmes, et c'est vrai que l'équilibre que ça crée au sein d'une équipe, ouais. elle est réelle et elle est nécessaire. Donc oui, si on avait plus, ça serait certainement mieux, Ok. mais je pense qu'il faut pas juste forcer le truc. C'est ça que je veux D'accord, dire. ça marche. Ouais, Voilà. en phase, on est en phase alors, c'est bien. Alors, euh, dernière question avant que tu me désignes quelqu'un, Valentin. Euh, Dans ton cœur de métier, dans la cybersécurité, il y a bien une chose que t'aimes pas, qui t'agace et que t'aimerais pas voir. Si je te donne une baguette magique, tu tapes dessus et puis ça disparaît dans la cyber. Ce que t'aimes pas, c'est quoi? Ouais, moi, il y a un truc qui m'agace, Ah, c'est tout ce qui est les buzzwords. Tu sais, tous ces mots qui sont dans beaucoup plus peut-être dans la bouche des commerciaux cyber. ouais, Je fais de l'EDR, de l'XDR, je mets de l'IA partout dans ce que je fais. Et en fait, tous ces mots qui finalement essaient de survendre un produit et au final, on fait quasiment tous la même chose. Mais plutôt que de me donner euh, des mots un peu méchants, euh, donne-moi plutôt, euh, donne-moi plutôt ce qui fait la différence entre l'un ou l'autre. Et, euh, et voilà, j'ai même vu certains éditeurs. Moi, quand c'est écrit en gros, je peux détecter l'indétectable. Bon bah, je fais demi-tour quoi. Là, il y a pas photo. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses dans la cyber en disant je fais mieux que mon copain. Parce que j'ai utilisé un gros mot. Non, montre-moi techniquement pourquoi toi tu es mieux, et là on pourra discuter. Et merci. d'ailleurs, à ce propos, sur les buzzwords, si tu me permets, un dernier truc, Ouais, parce je que t'en prie, je t'en prie. je, je vais faire un petit clin d'œil aussi à Julien Mousqueton, hein, pour ceux qui le connaissent pas, qui ont créé Ransomware Live. Dernièrement, il s'est amusé à créer un petit outil qui s'appelle Buzzword Bingo. Alors, quand on fait une réunion, on le met en route, il écoute la réunion, et à la fin, on peut, voilà, quand on a défini quelques mots clés
à ne pas dire les mots, les buzzwords en tout cas, à la fin ça nous fait, ça jette des confettis quand on a atteint le nombre de buzzwords cités pendant la réunion. Donc, ça peut, Excellent. voilà, animer quelques réunions. Excellent. Ben, je prendrai le lien là, si tu veux bien me l'envoyer, c'est cool. Ah, c'est open source sur son GitHub, c'est ouvert. Ah ben c'est cool ça. Et ben super moi. Et ben d'où tu vois la nécessité de vulgariser parce que c'est vrai que tous ces acronymes, on en avait déjà à l'armée, hein, on est d'accord, hein. On sort Voilà, d'un oui. monde où il y en avait énormément et on rejoint ce monde cyber où il y en a trop et on perd les gens. Et moi, ça, c'est un combat de titans. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast, pour échanger avec des gens qui souhaitent vulgariser. C'était ça le principe. Alors, merci Valentin. Avant de te laisser le mot de la fin, est-ce que tu as pensé à me désigner un passionné de la cyber pour une prochaine interview dans le podcast de la boxe du RSSI? Ouais, j'ai eu une petite idée d'une personne que j'ai justement revue il y a pas très longtemps, que je vois au moins une fois par an au FIC. Donc il s'appelle Pierre-Manuel Rodriguez. Donc lui, pour le coup, c'est un RSSI dans une Super. boîte assez sympa, une mission plutôt sympa. Donc c'est pour ça que je pense qu'il sera tout à fait adapté à ton podcast. Il va jouer le jeu. Absolument. Ouais, c'est cool. Je te remercie, Valentin. Bon, bah, ça a été un plaisir. Je vois qu'on a suivi à peu près le même parcours et quand je t'entends, eh ben, je crois qu'on a été formaté de la même façon et le bon sens l'emporte en cyber et je suis content d'entendre ça. Le mot de la fin, il appartient toujours à l'interviewé. C'est à toi, Valentin, et c'est maintenant. Eh ben, je terminerai par dire à tous ceux qui écoutent le podcast, en tout cas, n'hésitez pas à intervenir, faire part de vos expériences voilà, auprès de la communauté cyber ou dans les écoles ou même sur votre lieu de travail, car la connaissance ne vaut que si elle est partagée. Un grand merci à Valentin d'avoir joué le jeu de la désignation dans le podcast. Je lui souhaite un bel épanouissement dans son travail. Je n'oublie pas le prochain passionné qu'il a désigné pour une interview dans le podcast de la boxe du RSSI. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview, car la cyber, c'est super.